Bienvenue dans le podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie magique, folle, spirituelle, complètement étonnante, époustouflante, drôle, parfois complètement absurde. On est ensemble plus qu'on est séparés. Ce podcast a pour intention de te rappeler cette vérité. On est ensemble dans nos expériences de vie, on est ensemble dans nos traumatismes, on est tous liés les uns les autres et je suis honorée de t'avoir pour aller explorer des sujets divers comme la philosophie, l'activisme, le développement personnel ou encore spirituel. Bref, l'intention de ce podcast, c'est vraiment de te rappeler que tu es créateur et créatrice de ta propre réalité, que tu es un être souverain, que l'abondance est ton droit de naissance et que moi, en tant qu'alchimiste d'enfant intérieur, coach spirituel et dharma coach, donc mission de vie, mon job principal, après prendre soin de moi et de mon enfant intérieur, c'est de t'aider à prendre conscience pour que tu puisses créer une vie qui est alignée pour toi, une vie dans laquelle tu te sens épanoui, une vie dans laquelle tu te sens en joie, parce que quand tu es en joie, cette joie, elle est contagieuse et elle inspire d'autres personnes et c'est comme ça qu'on change le monde. On est ensemble, c'est le podcast qui te rappelle que changer le monde, ça se fait ensemble. Merci infiniment d'oser exister tel que tu es, merci pour ton écoute et le travail et le chemin a déjà commencé et n'oublie pas, on est ensemble. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, le podcast qui te rappelle qu'on est ensemble dans cette expérience de vie qui est parfois magnifique et parfois on est un peu en mode what the fuck. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un épisode que j'ai en tête depuis très longtemps, mais j'avais pas mal de résistance à le faire et là aujourd'hui, pour tout te dire, c'est les encombrants dans ma ville bientôt et je suis dans la maison dans laquelle j'ai grandi. J'ai la chance de pouvoir être dans cette maison-là dans laquelle j'ai passé toute ma vie en fait. Et donc je me suis dit, attends, là c'est parfait, on va pouvoir mettre des encombrants dehors parce que t'imagines, les maisons africaines, on connaît, on accumule beaucoup de choses. Et je suis tombée sur des photos. Plein de photos. Je me rends compte vraiment que dans ma famille, on a une culture de la photo très forte. En tout cas, on a une culture de la photo très forte. Et je suis hyper en gratitude et reconnaissante de pouvoir accéder à ces archives qui me permettent de reconnecter avec des versions de moi que j'avais complètement oubliées. Et en regardant certaines photos, je me suis dit, attends, mais je me sentais grosse quand j'étais petite. Et j'ai regardé les photos et je me dis, ah ouais, non, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud parce que j'étais absolument pas grosse. Et donc, du coup, ça m'a juste rappelé qu'il fallait que je fasse. J'avais envie de faire cet épisode sur la body dysmorphophobie parce que c'est un thème que j'avais déjà abordé avec Ludivine à l'époque quand le podcast s'appelait encore Amulette. Je te mettrai l'épisode dans la barre d'infos. On avait échangé sur ça, sur notre rapport au corps. Et là, j'avais envie de refaire une nouvelle édition là avant que je m'envole, je m'enraille. Comment on dit quand on prend le train ? Quand on prend l'avion, on dit qu'on s'envole. Quand on prend le train, on dit qu'on s'enraille. Bon, bref. Avant que je parte prendre le train, je me dis, ok, là, tu peux clairement caser un épisode. Aujourd'hui, on va parler de la body dysmorphophobie, qui est en fait un trouble mental qui, en fait, se caractérise par l'idée obsessive qu'une partie de notre corps, ou tout notre corps au complet, est rempli de défauts. Et donc, du coup, d'après la définition, en fait, la personne qui a ce trouble dysmorphique corporel, TDC, elle utilise tous les moyens extrêmes afin de cacher et d'améliorer ses défauts. Alors, je ne sais pas si... J'ai pas été diagnostiquée cliniquement de body dysmorphophobie. C'est pas parce que j'ai pas été diagnostiquée que je ne peux pas me reconnaître dans la définition. Il y a quelques années, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait un grand écart majestueux entre la manière dont moi je me voyais et la manière dont le monde me percevait. Et là, je parle que d'un aspect physique, et on verra après, parce que tu connais, tout est énergie, tout est spirituel, donc forcément, tu peux lire énergétiquement autrement. Et en fait, ça a été un gros choc pour moi, parce que, et c'est un podcast très vulnérable, disclaimer, toute ma vie, l'émotion, elle arrive, ok, cool, on accueille, toute ma vie, de petite fille, j'ai cru que j'étais horrible. Tu vois, j'ai vraiment avancé dans la vie comme une petite fille qui se sentait horrible. C'est vraiment le terme ugly. Je sais pas si tu te rappelles, si tu avais regardé, il y avait eu à un moment donné une vidéo qui avait tourné, qui avait buzzé. C'était une petite fille nord-américaine qui se faisait coiffer par sa coiffeuse et qui lui disait, ouais, I'm ugly. Je mettrai l'extrait. I'm ugly. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, donc après la coiffeuse, elle la réconforte. Quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a tellement touchée parce que c'est comme si je me voyais en miroir de la manière dont je me ressentais. Je voulais faire ce podcast parce que
Au fur et à mesure de mon avancement, déjà j'ai capté qu'il y avait un problème, que la manière dont j'étais perçue était vraiment fausse par rapport à ce que moi je voyais. Donc quand je me voyais dans le miroir, je me voyais énorme, avec des lèvres énormes, des cuisses énormes. Enfin, je me voyais vraiment énorme, tu vois. Je me voyais, j'avais l'impression d'être déformée, d'être difforme, de pas être belle. J'étais toujours la pote des copines, de mes copines en plus caucasiennes, qui étaient toutes mimi, toutes filiformes, avec les cheveux tout raides comme des bateaux. Et moi, j'étais là à essayer de comprendre ce que ça voulait dire d'être noire sans avoir les ressources intellectuelles et cognitives d'ailleurs pour mettre du sens à ce qui se passait. Et donc, pendant longtemps, j'ai marché comme si... ouais, comme si j'étais horrible en fait. Et ça veut dire beaucoup de choses. Parce qu'on peut se dire, oui, oh, ça va, c'est pas un truc de ouf et tout. Mais en fait, c'est comme si toute ma vie, j'avais mal vu. Je me voyais pas, tu vois. Et après, quand j'analyse le système dans lequel on évolue, cette notion de représentation qui est importante, moi je suis une enfant des années fin 80. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Déjà, je ne suis pas née avec Internet. Déjà, commençons par ça, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Si toi, tu écoutes ce podcast et qu'en fait, tu as toujours vécu Internet, ben, moi, il y a une époque dans ma vie, et il y en a qui se reconnaîtront, où en fait, Internet, on ne connaissait pas. La première fois qu'il y a eu Internet, c'était le modem AOL. Ça faisait... Et enfin, tu vois, c'était vraiment une révolution. Il n'y avait pas Internet comme ça en haut débit tout le temps. Donc, c'est aussi, je pense, une super opportunité parce que du coup, j'ai l'impression par rapport aux générations qui sont venues après d'avoir pu me construire un peu différemment avec d'autres ancrages. Et en même temps, bah, du coup, il y avait moins de représentation. Il y avait moins de noirs en fait, il y avait moins de femmes noires, d'hommes noirs à la télé. La seule fois où je les voyais, c'était le journal de TF1 qu'on regardait en mangeant et on voyait la famine en Somalie. Donc très très peu de représentation. À l'époque même, notre chère Beyoncé n'était pas encore présente. Alors ça c'est un autre sujet Beyoncé, peut-être que je ferai un épisode là-dessus parce que c'est plus trop ma go, mais en tout cas elle l'a été pendant très longtemps parce que ça a été ma première représentation d'une femme où je me disais ah putain elle a des cuisses comme moi, ah putain elle a des hanches. Et enfin j'avais moins le sentiment d'être seule là dans ce corps en fait qui me semblait vraiment être difforme. Et c'est très grave quand j'y pense maintenant avec le recul. Parce que je me dis que le système, il a bien fait son travail. À force de dévaloriser, de déshumaniser, d'invisibiliser, à force de dénigrer, déjà rien que l'expression, elle est problématique. À force de faire tout ça, en fait, ça rentre dans le système des gens, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur psyché. Et ça fait que des petites filles comme moi, et j'en suis sûre que je suis pas la seule, se regardent dans le miroir et ont l'impression d'être totalement anormales, d'être horribles. Comment est-ce que tu veux qu'une petite fille qui se sente horrible se disent qu'elle mérite l'amour, qu'elle mérite de rêver grand, qu'elle mérite le bonheur? C'est impossible, ça va pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, la représentation de quelqu'un qui est horrible, quand tu penses genre à des monstres, etc., c'est pas des êtres qui sont des êtres de lumière, c'est des êtres maléfiques, donc c'est des êtres qui méritent la souffrance d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment déconstruire ça et à réaliser que non, je n'étais pas horrible, bien au contraire. La chance que j'ai eue, je pense, c'est le fait d'avoir la possibilité, le privilège même d'aller au Cameroun de manière assez régulière dans mon enfance. Et là, je voyais vraiment qu'il y avait un problème, il y avait une grosse dissonance. C'est-à-dire qu'en France, j'étais la noire, et j'avais très peu, et ça encore, c'est grave. Ma valeur, je la mesurais aux garçons qui avaient envie de sortir avec moi ou pas, à savoir le néant. Moi, j'étais la meuf, on venait me voir pour dire ah, je veux sortir avec telle personne, telle personne. J'étais la bonne petite copine qui allait faire l'entremetteuse. D'ailleurs, j'aurais dû être payée, mais bon, by the way. Donc déjà, ma valeur, elle était déjà très, très, très tôt basée sur ça. Donc tous ces petits garçons blancs qui n'avaient que faire de moi. Mais j'en ai quand même eu quelques copains vite fait, quoi. Et, euh, mais quand j'arrivais au Cameroun, mais j'étais... Alors déjà, je sentais la France, donc forcément, ma cote énergétique et mon magnétisme était décuplé, mais surtout, je recevais une quantité d'attention, encore une fois de la part des hommes, mais également de la part des femmes, qui me disaient « Ah ouais, t'es belle, etc. » machin, et je comprenais pas ce qui se passait. Est-ce que tu captes? C'est-à-dire que on me disait ça comme si je le savais, mais pour moi, c'était genre, tu me fais un compliment, je me retourne pour dire à qui elle s'adresse. À qui elle s'adresse, je ne comprends pas. Et en fait, je trouve que c'est grave. Je trouve même que c'est... Alors, plus triste, même si j'ai encore un peu de l'émotion, mais je me dis, c'est grave quand même d'être là, d'être une petite fille, ou un petit garçon. Et là, je parle du fait d'être noir, mais c'est pas forcément lié à la négritude. C'est lié au corps de manière générale. C'est lié au capitalisme qui nous vend des modèles de corps physiques qui ne sont même pas la réalité. C'est-à-dire que même les modèles qu'ils posent pour ces photos ne sont pas comme
le rendu qu'ils nous ont montré quand c'est photoshopé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les filtres et que je ne mets jamais de filtre et que en fait ça me dérange de me cacher parce que pendant longtemps ça a été ma manière d'essayer de me présenter au monde en fait. J'avais trop honte de me présenter telle que j'étais, donc du coup je mettais des artifices et je le fais encore un petit peu, parfois. Mais ouais, le Cameroun, il m'a sauvée pour le coup. La possibilité de rentrer au pays et d'avoir du coup d'autres critères de beauté dans lesquels, bon, bah, encore une fois, il y a une hiérarchisation qui est pas saine, mais c'est ce que c'est. Moi, j'ai le, entre guillemets, teint jaune, tu vois. Donc, en plus, je suis une benguise, donc je suis une meuf qui vient de la France, donc forcément, ma cote laisse tomber. C'était un délire. Mais en même temps, bah, ça me faisait deux extrêmes. Et là, tu vois, en te parlant, je me dis, ah, vraiment, l'addiction des extrêmes et de l'intensité, c'est partout. Tu passes du néant, il n'y a rien. Tu vas au Cameroun, c'est comme si déjà, on t'avait doté 50 fois. Et donc, du coup, finalement, dans les deux cas, bah, t'es pas vraiment en tout cas, moi, j'étais pas vraiment sûre de moi, quoi, de ma valeur. Et c'est fou parce que, avec le temps également, même dans ma posture par rapport toujours avec les hommes, dans ma relation avec les hommes, quand je sortais avec des hommes que la société qualifiait comme des hommes beaux, des hommes charismatiques, je me posais toujours la question de qu'est-ce qu'ils foutaient avec moi de manière inconsciente, c'est-à-dire que c'est des choses que j'ai captées au fur et à mesure. Donc même ma posture, tu vois, ma posture de ok, est-ce que je mérite, est-ce que je ne mérite pas de recevoir, j'étais en mode ah bah déjà on me fait une faveur parce que regarde, on dirait Quasimodo, donc je vais pas trop en demander quoi. Et un jour, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je pense que j'avais vu un mec, il faudrait que je retrouve le truc, mais j'avais vu un gars qui avait créé un miroir qui te permettait de te voir réellement comme tu étais. Parce que les miroirs, quand tu te regardes, tu te vois pas vraiment comme tu es. Je crois qu'il y a un délire de tu te vois à l'envers, un délire comme ça. Et là, le mec, il a créé un miroir qui te permet de voir vraiment ton vrai visage. Et je m'étais dit, attends, mais il me faut trop ça, parce que j'ai vraiment envie de voir à quoi je ressemble, en fait. Vu que pendant toutes ces années, j'ai eu l'impression d'être littéralement de la merde, physiquement, bah, il faut que je vois, parce que c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, faut faire un plus un et connecter les neurones, tu vois. À un moment donné, je me suis rendu compte que ma théorie n'avait pas de sens. La théorie que j'étais horrible. Physiquement, corporellement, hein. Donc c'est tout, hein. C'est le visage, c'est tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à me dire, et si, en fait, Valérie, t'étais... Si, en fait, les gens te regardaient, non pas parce que t'es horrible, mais parce que, en fait, t'étais belle. Et là, mon monde a fait, genre, 360 degrés au carré, multiplié par 10 milliards. J'ai fait un... Je me dis, wow. Quoi? Attends, quoi? Attends, tu vas me dire que ça fait 25 ans ou 20... Non, non, c'est récent. Ça fait 32 ans ou je sais pas combien de temps que, en fait, dans ma tête, je me vois inférieure à ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que je me regarde dans le miroir, mes lunettes, elles sont pas propres. Et je me balade avec cette énergie sur le dos. Et j'entre dans une pièce et c'est avec cette énergie que je rentre. C'est avec cette énergie que je rentre dans les interactions. C'est avec cette énergie que je m'autorise plus ou moins à rêver. Mais attends, c'est un truc de dingo. Et donc j'avais fait des recherches sur la body dysmorphophobie. J'avais capté qu'il y avait des choses qui se jouaient au niveau je crois que c'est l'oreille interne ou au niveau... Vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Il y a un truc qui se connecte pas exactement. La chance que j'ai eue, on va dire ça comme ça, c'est que mes troubles du comportement alimentaire que ça a provoqué, parce que bien évidemment, c'est pas juste un truc, t'as ça comme ça et après c'est tout. Non. Encore une fois, tu fais tout pour pouvoir cacher ça. Donc, trouble du comportement alimentaire, pour moi, ça a été... je mangeais mes émotions. Je continue toujours un peu à le faire, mais de moins en moins quand même. Je me rends compte que j'ai réussi à me libérer de ça, même si on est toujours en cours, on est toujours en chemin. J'ai eu je pense que mon intuition, maintenant avec le recul, que je me reconnecte avec mon intuition, je capte que j'ai toujours été protégée et qu'il y a toujours une voix qui m'a dit là n'y va pas. Et un jour je me rappelle, j'étais dans un énième régime, bref, et je m'étais dit, et j'avais fait une espèce comment on dit, de boulimie, tu sais, un peu un truc compulsif où tu vas manger beaucoup de gâteaux jusqu'à t'en peux plus quoi. Et je m'étais dit, ah tu sais quoi, va te faire vomir, tranquille. Et tu sais, c'était vraiment comme quand t'as le démon et l'ange sur tes deux épaules, et le démon me disait, vas-y, va te faire vomir. Et il y a une voix qui a dit, alors là, c'est un no-go. Ça m'a stoppé net, et je me suis dit, ok, je me fais pas vomir. Mais je pense que tu vois, c'est typiquement un chemin que j'aurais pu prendre. Donc, trouble du comportement alimentaire, bien évidemment un impact sur l'estime de moi-même. Je pense que ça... Mais tout est lié de toute façon, hein. Tu t'as capté que ce podcast, c'est un podcast énergétique aussi. Donc en fait, quant à ça, c'est une énergie finalement aussi du manque. C'est une énergie de ne pas être assez. C'est une énergie de la survie. C'est-à-dire que toute ma vie aussi, maintenant que je suis en train de te parler de ça, hein,
J'ai pas trop de script pour cet épisode, donc ça sort comme ça sort, mais maintenant que je connecte un petit peu énergétiquement, je me dis, bah, quand t'as l'impression d'être horrible, donc littéralement un monstre, bah en fait, t'es dans un truc de survie, parce que les monstres, on les tue généralement. Tu vois un peu le truc, à quel point ça va loin dans ta chair, dans ton être, et bien évidemment, je suis afrodescendante, mon passé, en tout cas dans cette vie, le passé dont je suis issue par rapport à mon ethnie, par rapport à l'histoire de mon pays, par rapport à la colonisation, par rapport à l'esclavage, bah en fait je me dis, bah bravo les gars, vous avez bien bossé, parce que dans un des épisodes que j'ai fait là où je te parlais d'esclavage mental, ça aussi c'est des chaînes invisibles en fait. De me penser plus horrible que je ne suis. Non, je vais dire ça autrement. La chaîne invisible, c'est de ne pas voir ma magie, c'est de ne pas voir ma beauté, c'est de ne pas voir à quel point je suis majestueuse, à quel point je suis, que mon visage en fait, et j'en ai, émotion encore, que mon visage qui me paraissait totalement monstrueux, encore une fois, c'est l'héritage d'hommes et de femmes qui sont venus avant moi. Ses lèvres pulpeuses, ce nez épaté, tu vois, ses joues, ce grand front, ses cheveux crépus, que pendant longtemps je me dis, ah mes cheveux c'est compliqué, je pouvais pas sortir si j'avais pas les cheveux qui étaient coiffés. Et hyper intéressant, j'en ai parlé dans ma newsletter. Si t'es pas inscrit à la newsletter Vibe avec ton enfant intérieur, je t'invite vraiment à le faire, elle est gratuite, elle sort la plupart des mercredis. Dans la newsletter de la semaine dernière, je te parle du documentaire, de la série documentaire que je suis allée voir, où j'ai été invitée par une super amie, merci Joanne de m'avoir invitée. Je suis allée à l'avant-première de la série documentaire Cheveux Afro, qui est réalisée par Rachel Quarteng. Désolée Rachel si j'écorche ton nom. Et en fait, ce documentaire magnifique, vraiment magnifique, il donne la parole à 19 femmes inspirées et inspirantes, qui sont anonymes, célèbres, expertes, passionnées, et qui racontent leur expérience personnelle par rapport à leurs cheveux. Tu sais, dans la communauté afro, en tout cas si tu le sais pas, mais c'est le maintenant, dans la communauté afro, le cheveu c'est vraiment un enjeu, c'est un enjeu politique, spirituel, historique, enfin c'est un truc de ouf. Et en fait, d'aller à cette avant-première, de rencontrer des femmes magnifiques, ça m'a reconnecté avec du coup la petite fille que j'étais. Bon, c'est comme si j'étais pas tout le temps connectée avec elle, mais en tout cas cette partie de ma vie où mes cheveux ont été aussi très problématiques et tout ça, ça rentre dans la body dysmorphophobie, à savoir de ne pas voir la beauté que tu es, de ne pas voir la beauté que tu incarnes et de ne pas l'honorer du coup. Donc en fait je voulais faire ce podcast parce que je me rends compte dans mes accompagnements qu'on est très nombreux et nombreuses à se voir de manière totalement déformée par rapport à ce qu'on représente vraiment, à ce qui on est vraiment. On est très très nombreux et très nombreuses à ne pas voir à quel point on est beau dans notre singularité, dans nos imperfections, même dans nos traumatismes, dans nos histoires, dans nos peurs. On est beau, il y a vraiment de la beauté dans cette expérience humaine. Et plus je m'y reconnecte et plus je me dis que, en fait, tu sais, moi ce podcast il est thérapeutique, et donc du coup, de le mettre comme ça à l'extérieur, c'est comme si c'était une étape supplémentaire dans ma guérison et dans l'acceptation de mon corps, de ce corps qui est... que j'apprends de plus en plus à aimer, tu vois. Ça a été difficile pour moi d'évoluer dans un monde dans lequel on te disait, en gros, plus t'es foncé, plus t'es moche, plus t'es grosse, plus t'es moche, ou en tout cas plus t'as des grosses cuisses et moins t'es jolie. Il y a eu tellement de tendances dans les magazines comme Glamour, Cosmo, quoi, où on te disait, ouais, il faut avoir un trou entre les cuisses, s'il te plaît, mais moi, mes cuisses, elles se sont toujours touchées. Enfin, je veux dire, dans quel monde, tu vois. Et ça me complexait de ouf, donc me mettre en maillot de bain, c'était tout un délire, c'était genre, je me sentais, mais tellement vulnérable et encore une fois moche et grosse, et que j'ai l'impression que ça allait dans tous les sens. Et à l'époque j'étais extrêmement musclée, je le suis encore, mais je faisais de la gym, je faisais des agrès, et donc j'étais super musclée, genre j'avais 14 000 abdos, les cuisses et je me sentais mal dans mon corps, je me sentais vraiment et vraiment gauche et à côté. Et aujourd'hui, merci Dieu, avec tout le travail que je fais, avec l'aide également de toutes mes expériences et de mes amis, de mes sœurs, qui me renvoient ce regard positif. Je suis en gratitude de pouvoir retrouver des photos et de me regarder petite et de me dire, mais en fait, j'étais tellement une belle petite fille, quoi. Et je suis toujours, I'm still cute, I'm still cute. Et donc de poser un regard d'amour sur cette petite fille, et donc forcément sur la femme que je suis, d'accepter chacune des parties de mon corps, d'accepter
bah voilà, le corps qui change avec l'âge, les vergetures, d'accepter la cellulite, d'accepter les cicatrices qui se mettent, les rides, les boutons, d'accepter en fait et quand même de me tenir droite et d'être dans ma féminité et d'embrasser ma sensualité en fait de marcher comme la reine que je suis en fait tout simplement avec en célébrant à chaque instant le corps qui m'a été donné. Le corps, on m'a dit, tiens, toi, âme, voici ce corps. Et moi, pendant des années, j'ai dit, ouais, c'est quoi ce vaisseau de merde? C'est quoi ce vaisseau dégueulasse? Sans capter qu'en fait, ce vaisseau-là, il était magnifique, il a toujours été. Et c'est la même chose pour toi. Là, je te parle du corps parce que je pense que c'est important de se rappeler que nos corps sont des vaisseaux, nos corps sont des temples, nos corps sont également des portes et des portails qui nous permettent déjà en tant que femme de donner la vie. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est quelque chose auquel j'aspire, donc du coup, je me dis, c'est quand même bien de faire ce travail d'aimer son corps, parce que quand tu vas porter la vie, et que ça va se détendre de tous les côtés, ben, le travail de l'amour, si tu as déjà l'habitude de le faire maintenant, et ben, ça va t'aider. Et également parce que ce corps-là, c'est un vecteur, un catalyseur qui nous permet également, via un travail somatique, d'aller libérer des émotions, libérer des traumatismes, libérer des énergies qui sont bloquées depuis des années et voire depuis des générations. Donc ce podcast, c'est vraiment une ode à mon corps parce que c'est mon podcast, mais c'est également une ode à ton corps, une invitation, une autorisation à te dire et à te regarder dans le miroir tel que tu es, à savoir la beauté magique que l'univers, Dieu, Allah, qui tu veux, Jésus, qui tu veux, Mohamed, je sais pas c'est qui les boucs du moment, mais en tout cas que cette énergie a décidé de créer. Elle a dit tiens, voilà ton corps. Et la société dans laquelle on est, elle nous fait croire que nos corps ne sont pas assez, qu'ils sont moches, qu'ils sont monstrueux, qu'ils sont trop noirs, qu'ils sont trop blancs, qu'ils sont trop gros, qu'ils sont trop vieux, qu'ils sont invalides, qu'ils sont... Non, ils sont parfaits tels qu'ils sont en fait. Et ils méritent de notre attention, ils méritent notre amour. Et là, aujourd'hui, ouais, je me sens me mouvoir dans ce corps qui m'a été donné avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté. Je me regarde dans le miroir et à chaque fois je suis en mode girl you fine, et franchement de passer de quelqu'un qui a l'impression de voir Quasimodo quand elle se regarde dans le miroir à quelqu'un qui se regarde et qui est séduite par son propre reflet, il y a eu du chemin qui a été fait. Il y a vraiment eu du chemin qui a été fait. Alors je reste encore un peu timide parfois, tu vois, parfois j'oublie, parfois si j'ai pas bien dormi, si je suis pas bien, je peux avoir tendance à oublier, mais je me rappelle très rapidement qu'en fait I'm the shit. I'm the shit physiquement, I'm the shit à l'intérieur, et toi aussi, you are the shit physiquement et you the shit à l'intérieur. Et quand je dis you are the shit pour les francophones, hein, ça veut dire que tu déchires. Et je pense qu'il y a aussi un shift qui a été fait, c'est que j'ai pas attendu d'avoir un certain poids, une certaine corpulence pour m'aimer, c'est que je me suis vraiment regardée et j'ai dit, donc quand je m'assieds là, c'est la cellulite seulement sur la fesse droite, c'est la cellulite sur la fesse gauche, c'est le ventre qui fait plop, c'est les seins qui font comme si. Et je me suis dit, mais en fait, tiens-toi droite quand même. Si tu considères que tu crées ta propre réalité, alors tu as le choix de décider de t'aimer. Tu dois choisir de t'aimer. C'est pas genre je m'aimerai quand. Parce que le quand, il arrive jamais. La seule chose qui existe, c'est l'instant présent. Donc du coup, dans cette posture-là, où tu vois toutes tes, entre guillemets, imperfections, qui est quand même un mot super marketing pour qu'ensuite on vienne te vendre des putains de crèmes et je sais pas quoi pour te faire croire qu'en fait ça va te permettre d'accéder à l'amour inconditionnel qu'il n'y a que toi qui peut te donner, et Dieu, l'univers, ton créateur. I don't know ce en quoi tu crois, mais en tout cas, ça c'est ma croyance. Bah en fait, quand tu choisis de te dire, en fait, je vais choisir de me voir et de regarder la beauté que je vois en moi. Et plus tu le fais, et plus ton œil s'habitue. Et au fur et à mesure, c'est comme si, bah en fait, mon image était dépixelisée et que je voyais vraiment qui j'étais. Et je me suis dit, ah, non, on m'a menti. Et ils l'ont très bien fait. Et ils l'ont pas fait juste pour Valérie, parce que c'est Valérie de Messi et que c'est le centre du monde. En tout cas, je suis le main caractère dans ma vie, ça c'est clair. Mais ça a été systémique et ça touche beaucoup de personnes. Beaucoup trop de personnes. Et il y en a marre de marcher le dos courbé. Il y en a marre d'agir comme si on ne méritait pas d'exister. Il y en a marre de demander la permission de prendre sa place. Il y en a marre d'avoir peur de rêver grand pour pouvoir changer le monde, parce qu'on a besoin, encore une fois, et tu sais, c'est toujours ce que je dis, ce podcast il est là pour te rappeler que tu as ta part à jouer dans ce monde, dans ce changement de monde. On n'est pas condamné en fait. C'est faux, c'est pas vrai. Une autre chose, c'est que donc bien évidemment ça passe par le corps, mais tu connais, hein, énergétique, si tu te vois pas bien physiquement, ça veut dire que tu ne vois même pas la personne que tu es. Donc généralement, tu vois, tout ce qui est syndrome de l'imposteur par exemple, et d'ailleurs il y a différents types d'impostures, hein. Il y a une nana qui s'appelle Valérie Young qui a fait un TED Talk sur le thème du syndrome de l'imposteur.
je te mettrai les informations dans la barre d'infos. Et elle t'explique en fait qu'il y a différents syndromes de l'imposteur. Et je vais te les partager là parce que pourquoi pas. Donc du coup, tu as 5 types. Tu as le perfectionniste qui se fixe des normes extrêmement élevées pour lui et qui craint d'être découvert comme un imposteur s'il ne réalise pas des performances parfaites. Donc ça, c'est le perfectionniste. Sachant que, clairement, je me rappelle à une époque quand je faisais passer des entretiens ou quand j'en passais, on me demandait quelle était ma qualité, je suis perfectionniste. Ce n'est pas une qualité, c'est juste un mécanisme d'auto-sabotage, c'est une énergie du manque et c'est également un moyen d'absolument se condamner à l'échec parce que la perfection n'existe pas. Donc tu vas te dire, moi il me faut la perfection, donc tu cours après un truc qui n'existe pas et donc tu passes ta vie dans une énergie comme ça où tu vas te décevoir. Bon, voilà, un peu triste. Ensuite, le deuxième, c'est le soliste. Le soliste, ou la soliste, elle a tendance à penser qu'elle doit réussir seule, sans l'aide des autres. Elle hésite à demander de l'aide et du soutien de peur d'être perçue comme incapable ou incompétente. Alors ça, je me retrouve aussi pas mal là-dedans. De demander de l'aide, ça a été un petit peu compliqué. L'experte, elle se sent toujours comme une imposteur car elle pense qu'elle devrait tout savoir dans son domaine et elle a peur d'être jugée pour son manque de connaissances. Et ça, pour le coup, le syndrome de l'imposteur de l'expert, ça, je l'ai eu pas mal avec l'enfant intérieur, de moins en moins maintenant. Mais au début, j'étais en mode, ouais, tu te prends pour qui en fait? Mais je me prends pour Valérie. Le ou la génie naturelle. Alors les génies naturels, ils ont tendance à attribuer leur succès à des dons innés plutôt qu'à des efforts et se sentent menacés par les défis qui pourraient remettre en question leur intelligence naturelle. Donc ça, clairement, t'es dans un état d'esprit fixe et pas un growth mindset. Et le dur ou la dure à cuire, donc ce syndrome de l'imposteur-là, c'est des travailleurs acharnés qui croient que le succès découle uniquement du travail acharné et qui se sentent coupables s'ils ne travaillent pas constamment. Hello, j'ai l'impression que tout est moi là-dedans. Donc voilà, ce truc de body dysmorphophobie, en fait, c'est une body dysmorphophobie, c'est une soul dysmorphophobie, donc aussi ton esprit, c'est en fait finalement, tu te vois pas quoi. Tu te vois pas tel que t'es, tu vois pas tes capacités, t'es toujours en train de dire oui, mais bon, c'est pas un truc de ouf. Et donc tu ne te rends pas compte à quel point les choses que tu fais sont extraordinaires, tu ne te rends pas compte à quel point tu es doué, tu ne te rends pas compte à quel point des choses qui te semblent évidentes pour toi sont en fait des choses qui ne le sont pas pour tout le monde. Et t'es là, tu passes ton temps à te sous-estimer, à te dévaloriser, à t'invalider. On est fatigué, d'accord? On arrête, on choisit d'arrêter. Je dis ça un peu brutalement, je suis désolée, tu sais que c'est fait avec beaucoup d'amour, mais c'est la réalité en fait, à un moment donné, je plante juste la graine pour que tu captes comment la manière dont tu te sens, c'est un choix. Donc à partir du moment où je plante cette graine-là, tu entrevois la possibilité d'avoir une autre manière de te sentir, et moi j'espère faire partie aussi de ce qu'on appelle les expanders, donc des personnes qui te montrent que si on est parti à peu près du même chemin, c'est possible d'arriver de l'autre côté. C'est comme moi toute ma vie où je me disais je vais avoir de l'anxiété toute ma vie, et qu'un jour j'ai compris et on m'a expliqué, et j'ai vu des gens qui me disaient mais en fait, moi, j'étais très anxieuse au début, c'était horrible, et maintenant je ne le suis plus. Ça m'a permis de me dire, ah, c'est possible, ça a ouvert une porte, boah, comme ça. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce podcast, je pense que c'était important qu'il sorte. C'est également une ode à l'amour de nos corps, c'est un moyen de nous rappeler que nous sommes des êtres bien évidemment spirituels et on vit cette expérience humaine dans des corps qui méritent d'être aimés, quelle que soit leur couleur, leur forme, leur âge. Et ouais, grande gratitude pour le chemin que j'ai parcouru honnêtement. Et grande gratitude pour ton écoute aussi, pour ton attention, pour ta présence et pour le chemin que tu parcours de ton côté, parce que, encore une fois, on est tous liés, tout ça, ce sont des énergies, plus on sera nombreux à se rappeler notre caractère divin et notre capacité à rêver grand et à changer le monde et à ouvrir le cœur et à faire les choses dans l'amour, et plus on sera en mesure de manifester cette réalité dont on rêve tellement tous. Donc merci infiniment pour toi d'avoir le courage d'exister, merci infiniment pour ta présence, et n'oublie pas, on est ensemble. Ah oui, en fait, je reviens, excuse-moi, on est ensemble, oui, mais petite chose quand même, j'en profite parce que, why not? Donc là, on est dans le podcast On est ensemble. Tu sais également que j'ai le podcast Vibe avec ton enfant intérieur qui va reprendre a priori la semaine prochaine. Et cette activité Vibe avec ton enfant intérieur qui s'appelle maintenant Vatei, donc le site s'appelle vatei.org, VATEI.world, pardon. J'ai lancé deux offres dont j'aimerais te parler parce qu'en fait, pourquoi pas. La première, c'est que j'organise le 1er juin prochain une bulle créative, donc de 14h30 à 17h30 à Paris, à l'espace Diaspora, dont l'intention c'est de t'aider à vibrer avec la créativité de ton enfant intérieur, pour toutes les personnes qui ne se disent pas créatives, qui ont du mal à être dans l'imagination, à rêver grand. C'est un atelier où je vais te donner tout plein de matériel et tu vas faire ce que tu veux, je serai là pour te guider bien évidemment, mais il n'y a pas d'objectif
de résultat. L'intention, c'est juste de créer sans jugement et de te rendre compte que tu es un être créateur de facto. C'est pas une question, c'est juste un fait. Donc je t'invite vraiment à venir le 1er juin de 14h30 à 17h30 à l'espace Diaspora, Paris 2e. La deuxième chose, c'est que là, j'ai lancé également, pour la fête des mères qui aura lieu le 26 mai, une offre qui s'appelle Fête des Mamounettes. Et l'intention, c'est de te créer un espace de parole, d'échange, un cercle d'amour avec ta maman pour pouvoir aller à la rencontre de son enfant intérieur à elle. Parce que ne l'oublions pas, nos mamans, elles ont également des enfants intérieurs à l'intérieur d'elles, elles ont également des petites filles qui sommeillent en elles, et la plupart du temps, on a d'ailleurs été éduqués et élevés par ces petites filles sans qu'on s'en rende compte. Donc l'intention, c'est de créer un espace-temps dans lequel tu vas pouvoir aller à la rencontre de ton enfant intérieur, lui présenter le tien également, et je le sais, créer une nouvelle réalité. Ça va ouvrir une nouvelle porte, un nouveau champ des possibles pour votre relation. C'est une expérience que j'ai déjà expérimentée avec Candace, qui était dans l'épisode je ne sais plus combien du podcast, qui m'avait fait l'honneur de me faire confiance pour faciliter un cercle avec sa maman, et c'était magique. Donc toutes ces offres-là, elles sont sur le site vatei.world. Je te mettrai les informations dans la barre d'infos. Et donc là, on est vraiment, vraiment ensemble. Merci pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine. Bye! Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi, et si tu as vraiment vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.